Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de la saison 3 de Dans le Mille. Donc on est rendu à l'épisode 9. Ce soir, je reçois Adi Kalakesh de Elite Prospect. On va parler des meilleurs espoirs LHMQ, comme vous l'avez vu dans le titre. Adi a fait une liste, moi j'ai fait une liste. On va comparer un peu les deux, regarder les situations intéressantes, qu'est-ce qu'on regarde pour la suite de la saison. Fait que ça va être super intéressant comme épisode. Mais comme d'habitude, avant de rentrer là-dedans, je veux remercier nos deux partenaires. Perfoelite.com pour tous vos besoins d'entraînement, que ce soit hors glace ou sur glace. Perfoelite.com, une équipe d'entraîneurs super. C'est de l'entraînement mental, physique, comme j'ai dit, sur la glace aussi. Fait qu'en équipe, tout seul, peu importe, perfoelite.com. Et puis, ben, écoutez, c'est dans le thème avec l'épisode de ce soir, mais eliteprospect.com pour un abonnement annuel avec à 30% de rabais. Vous avez le code DLM30, eliteprospect.com, qui est déjà la version gratuite. C'est le site gratuit de statistiques le plus complet sur l'Internet. Et puis, avec l'abonnement payant, vous pouvez comparer des joueurs, voir les game logs complets, voir avec qui est-ce qui joue depuis plus longtemps. Bref, avoir accès à énormément d'informations. Et avec le code DLM30, vous avez 30% de rabais sur votre abonnement annuel. Donc, sans plus tarder, je vais faire rentrer Adi. Bonjour Adi, comment ça va? Ça va, et toi? Ben oui, écoute, ça va super bien. J'en ai parlé un peu au début, mais la dernière fois que tu es venu au podcast, ton rôle était différent. Tu étais scout, mais pour une autre organisation, puis dans une autre région. Maintenant, tu es rendu avec Elite Prospect. Peux-tu expliquer un peu, tu sais, qu'est-ce que tu es rendu à faire pour Elite Prospect? Donc, je suis le scout de la LGMQ, puis le scout crossover, puis un des scouts crossover pour Lead Prospect. Donc, je me focus vraiment sur la LGMQ, mais en même temps, j'aide où est-ce qu'il faut. Quand ça vient à la USHL, le NTDP, quand ça vient à la NCAA, je me focus plus en Amérique du Nord, mais j'ai quand même une bonne touche sur ce qui se passe en Europe aussi. Mais principalement, je suis là pour la LGMQ, puis aider où est-ce qu'il faut là en Amérique du Nord, que ce soit les autres ligues canadiennes ou les ligues américaines. Puis est-ce qu'on devrait s'attendre à voir aussi d'ici le repêchage une liste de première ronde pour toutes les équipes, les ligues, ou bien juste des listes à la GMQ cette saison? Je veux vraiment axer mon énergie le plus possible sur Ouais. la LHGMQ, puis vraiment me spécialiser là-dedans. Mais en même temps, on verra d'ici la fin de l'année si je suis assez à l'aise avec ça, puis si l'équipe est à l'aise avec ça aussi, qu'on sorte chacun nos top 32, quelque chose comme ça. C'est une possibilité. Ben parfait, écoute, j'adore. Mais écoute, finalement, ça donne bien parce que moi aussi, mon focus cette saison, c'était purement LHMQ. Puis j'ai exactement le même état d'esprit que toi, là. On verra à la fin de la saison si j'ai assez de visionnage pour un top 16 comme l'année dernière, peut-être sortir quelque chose. Mais en attendant, c'est des classements LHMQ. Ben écoute, on va parler des classements, on va parler de qu'est-ce qui est intéressant, tu sais, un peu de la classe LHMQ de cette saison. Mais avant ça, pour les gens qui nous regardent en vidéo, je voulais juste montrer les classements en tant que tels. Donc ça, c'est celui de Addy qui a fait un top 15 avec des honorable mentions en bas. Si jamais ça vous intéresse, c'est sur son Twitter aussi que je vais mettre en lien. Sinon, mettez la vidéo sur pause, c'est là-dessus. Et puis ça, c'est le mien. Top 10, même chose sur Twitter. Mettez la vidéo sur pause, peu importe, je vous laisse ça là. Puis pour ceux qui sont en audio, on en parle là. Fait que, écoute, Adi, le premier truc que je voulais savoir pour toi, pour moi, faire le top 10, je trouve pas que ça a été ultra difficile de choisir quels 10 joueurs je voulais mettre dans mon top 10. Puis, je te dirais que le top 3, 4, j'ai pas eu trop d'hésitation, mais ce que j'ai trouvé difficile, c'était plus justement après ces choix-là, le 6, 7, 8, 9, 10, dans quel ordre les mettre. Dans le sens, je savais quel joueur je voulais qu'il soit là, mais dans quel ordre, j'étais pas certain. Puis je te dirais que même depuis que j'ai posté mon top 10, ça a déjà rechangé. Fait que je me demande, toi, comment ça s'est passé, ça? Mais c'est un peu la même chose ici. Pour moi, il y a un top 3, un top 4 assez clair avec Caleb Desnoyers, Justin Carbonneau, Bill Zonon, qui est rendu vraiment pour moi un Mhm. des noms principaux là, pour la première ronde. Je crois vraiment un choix de première ronde en lui. Puis, dépendant de qui tu demandes, ça va être Alex Wong, soit ça va être Owen Conrad, ou même du monde qui croit encore en Emile Guité. Donc, ça change au fur et à mesure. Puis surtout, passer 5 6 7 ça va changer beaucoup, puis assez rapidement, là, dépendant des visionnements qu'on a. Il y a beaucoup de bon espoir cette année dans la LGMQ. Puis ça va être une année intéressante. Puis écoute, si tu peux répondre. Je pense que tout le monde connaît un peu la réponse, mais je suis tout le temps curieux de savoir, toi, tu sais, pour le moment, dans ta liste, dans ma liste, c'est
le premier choix, c'est Caleb Desnoyers. Est-ce que, d'après toi, il y aurait une chance que ça puisse changer dans ta liste ou tu penses que ça devrait rester Desnoyers pour... il est pas mal locked in? Dans ma liste à moi, je te dirais que probablement non, mais je verrais pourquoi une équipe préférerait Justin Carbonneau. Les deux sont des joueurs fondamentalement différents qui affectent la game de façon différente. Caleb Desnoyers, c'est un centre à multifacette. Il va gagner plusieurs mises en jeu. Il va mener le ton physiquement, va lancer des mises en échec tôt dans la game pour Ouais, le ton de la game. Il est capable de jouer un forecheck assez intéressant, défensivement responsable, fin passeur, belle feinte, belle vision du jeu. C'est vraiment son intelligence qui brille dans ouais, tout ce qu'il fait. Ça affecte tout ce qu'il fait sa classe. Alors que Justin Carbonneau, c'est les outils. C'est vraiment excellent patineur, excellent tir, des excellentes mains aussi. Mais la prise de décision est un peu moins bonne. Moi, ma préférence avec des joueurs, puisque je regarde le plus, moi, je vois vraiment, il y a un gros focus sur le sens de hockey pour faire la Ligue nationale. Faut être capable d'analyser le jeu rapidement, prendre les ouais. décisions en transition pour mener à des jeux. Pour moi, c'est ça qui sépare Desnoyers de Carbonneau. Je pense pas que les outils de Desnoyers sont tant moins bons que ceux de Carbonneau, alors qu'il y a quand même un gros gap pour moi entre Carbonneau et Desnoyers en termes de processing, de prise de décision. Ouais, puis écoute, au début de la saison, moi je regardais les matchs de Caleb Desnoyers, j'ai regardé la saison dernière, puis c'était difficile de trouver des endroits à critiquer, mais à la fin de la journée, pour les premiers matchs, la production cliquait pas Mhm. comme elle aurait dû. Fait que tu sais, c'est normal que pour commencer, il y ait eu une discussion de comme, OK, t'as Carbonneau qui d'un bord, lui, tout marche puis ça clique. Fait que oui, il y a ces petits problèmes, mais tu sais, il produit alors que tu as Caleb Desnoyers que c'est difficile de trouver qu'est-ce qui marche pas, mais ça connecte pas. Puis ça, tu sais, c'est spécifique. Là. Je parle de comme les 5-6 premiers matchs avant qu'il se blesse. Mais là, depuis qu'il est revenu, la production qu'il a eue, pour moi, la seule raison de pourquoi est-ce que Carbonneau se ferait prendre avant, c'est si un peu à la Beckett Seneca l'année dernière, là, pas pour dire que c'est le même calibre de joueur, mais c'est la même situation. Je trouve que ça serait une équipe qui cherche spécifiquement un joueur exactement comme Justin Carbonneau, puis qui croit vraiment en le projet, qui justement, eux, décideraient de, bon, on va aller le prendre, je sais pas quel rang, le 7 8e, parce que c'est exactement ce type de joueur-là qu'on veut. Mais si on parle d'une équipe qui ont le mindset, on va prendre le best available, je pense pas qu'il y a un monde où cette équipe-là prend un Carbonneau avant Avant des Desnoyers. noyés. Ouais, Exactement. je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que mon range en ce moment pour Carbonneau, c'est 12 à 20. Je Mhm. pense qu'à moins que, comme si une équipe a vraiment une idée précise pour ce qu'ils veulent dans le repêchage, puis ils vont cibler Carbonneau avec ce prototype-là de joueur qu'ils essaient de chercher, pour moi, il ne sort pas dans le top 10. Il va être disponible de 12 à 20, presque assurément. Puis honnêtement, c'est une bonne chose parce que Carbonneau, c'est un excellent joueur. Là. Il y a Ouais. des outils absolument. Tu sais, c'est tout dans la projection avec Carbonneau. Parce qu'en ce moment, tu sais, surtout sa prise de décision en termes de feinte, il va faire des feintes des fois. Il y a des meilleures options. Il y a des lignes de passe qui sont là. Il est capable de trouver autre chose. Il joue un peu au héros de temps en temps. Il me rappelle un peu mes visionnements tôt l'année passée de Trevor Connolly. Dans ce style-là, de juste un joueur qui a énormément de talent, énormément d'outils, mais la prise de décision n'est pas là parce que il sent qu'il a besoin de prendre le contrôle à chaque shift. Il n'aime pas ça déléguer le contrôle aux autres. Alors que Desnoyers, c'est juste ça qu'il fait. Il est tellement bon à déléguer au bon moment, mettre le bon dosage sur sa passe pour qu'il règle un problème avant de passer la puck. Puis c'est ça la différence critique entre les deux pour moi en ce moment. C'est pour ça que Desnoyers, je le vois tellement clairement comme un joueur de la Ligue nationale. Il n'y a aucun doute qu'il va faire la Ligue nationale. Desnoyers, c'est vraiment une question de projection. Puis ça, c'est un peu plus complexe. D'habitude, ces gars-là, ils vont pas dans le top 10. Non, 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 c'est ça. Puis, tu sais, aussi, à la fin de la journée, quand tu regardes les highlights de Caleb Desnoyers, puis c'était déjà ça aussi la saison dernière, Caleb Desnoyers, ses buts, Mhm. c'est des buts qu'on dirait que tu pourrais voir en LNH. Justin Carbonneau, il y a des buts que, sure, excellent tir, justement, des excellentes entrées de zone, il est capable de battre un joueur avec sa vitesse, mais il y a des, tu sais, comme on a vu contre les Remparts, je pense que c'était la fin de semaine passée, un Ouais. but comme ça, c'est magnifique, ça montre des excellentes habiletés, mais il en marquera pas comme ça en Mhm. LNH. Je sais pas ce type de joueur-là. On aurait dit Connor McDavid dans le junior, à Dingle, Ouais, trois joueurs comme ça. Euh, exact. Sinon, en regardant ta liste, toi, tu dirais que c'est qui le joueur qui a le plus de potentiel de descendre, puis quel qui aurait le plus de potentiel de monter, tu sais?
si tu t'avais à prédire un peu plus tôt, là. Ouais, je te dirais qu'Émile Guité, la façon dont sa saison commence, je suis pas sûr que c'est passé dans l'année passée. Puis même, j'étais allé à Edmonton pour le Linka, je l'ai vu en personne. Ouais. J'étais quand même assez impressionné avec son jeu. Puis là, il arrive cette année avec Chicoutimi, puis même avec Maxime Massé de blessé, puis une grosse opportunité dans le top 6, vraiment, c'est la première ligne là, de Chicoutimi. Il n'est pas capable de prendre avantage de cette situation-là. Fait que si ça continue comme ça, moi, je vois pas un chemin où est-ce qu'il finit comme choix de première ronde. C'est, autant qu'il est excellent, son tir, je pense que son tir, c'est le meilleur de la LHJMQ. J'ai inclus Carbonneau là-dedans. Là. C'est un tir foudroyant, excellent. Il dégaine rapidement. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace pour tirer. C'est une très bonne shot. Mais à date, cette saison, il a montré pas grand-chose à part de ça. T'sais, quelques flashs de fabricage de jeu, un forecheck occasionnel, mais l'effort est pas là, la constance est pas là. C'est mon candidat principal en ce moment pour dropper dans ma liste à moi, en tout cas. Puis en termes de joueurs qui pourraient grimper, je pense que Matteo Nobert commence vraiment à se distinguer. Excellente vision de jeu. Puis honnêtement, je ne peux pas te nommer un joueur qui fit mieux avec Carbonneau que Matteo Nobert en ce moment. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, je trouve aussi qu'il y a le défi avec Matteo Nobert parce que, tu sais, moi aussi, je te disais que je trouve ma liste, elle avait déjà changé. Puis on va en reparler un tout petit peu plus tard. Là, mais moi, j'ai comme Quinn et Nobert qui ont comme un peu changé de spot dans ma liste. Là. Donc, il y a Quinn qui était huitième qui est rendu un peu plus bas. Puis Nobert qui était dixième qui est rendu un peu plus haut. Mais c'est ça, moi, mon dilemme depuis le début de la saison avec Nobert, c'est justement, il est tellement bon pour se placer puis compléter le jeu de Carbonneau. Fait à quel point est-ce que il faut lui donner du crédit à lui pour ça, versus à quel point est-ce que justement c'est jouer avec un joueur dynamique comme Carbonneau qui attire autant d'attention. Mais je pense que plus la saison avance, plus je le vois jouer, c'est vraiment son placement. Quand il joue sur le piqué, Carbonneau est pas là et Nobert reste un des joueurs les plus utiles sur le piqué de Blainville. Là. Fait que... Ouais. Je dirais que ce qui est intéressant avec Nobert, c'est que l'idée d'un joueur qui est seulement bon quand l'attention est attirée ailleurs que où est-ce qu'il est, c'est d'habitude, c'est des déficiences physiques. Mhm. Right? Quand il est entouré de corps de la zone de l'équipe adverse, est-ce qu'il est capable de jouer de la même façon? Pour moi, Matteo Nobert, son jeu physique s'est vraiment amélioré. C'est un joueur assez frêle, mais les atouts mécaniques, les aspects mécaniques du combat physique à un contre un sont quand même assez polis. Puis ça, j'aime ça. C'est un joueur qui est capable de dropper son centre de gravité, de plaquer à travers les mains d'un joueur, de protéger la puck avec une main, puis de shield, je sais pas comment dire en français, mais protéger la rondelle, genre. exact. D'utiliser son corps au complet en conjonction pour protéger une rondelle. C'est tout dans le mécanique, c'est tout dans les détails avec Nobert, dans l'aspect physique. Donc, c'est un joueur qui est capable de gérer la pression, qui a une très bonne vision de jeu, qui décide sur ses jeux rapidement. C'est un joueur qui joue à un pace élevé parce qu'il est capable de prendre des décisions rapidement. Ouais. Fait que pour moi, je ne suis pas inquiet du fait que Carbonneau attire autant d'attention sur sa ligne parce que même quand Carbonneau attire de l'attention, toutes les choses que Nobert fait sont des choses qui fonctionnent sous pression. Fait que, moi, je suis pas autant inquiet. Oui, puis c'est aussi c'est le temps de réaction qui est impressionnant, dans le sens, tu sais, un Carbonneau qui attire toute l'attention, si Nobert réagissait un tout petit peu plus lentement, ils auraient quand même, tu sais, peut-être un peu moins de points, mais il y aurait quand même beaucoup de ses points. Et là, c'est vraiment que sa lecture du jeu est tellement bonne que avant que Carbonneau se fasse coincer ou bien aille deep dans la zone, puis que justement la ligne de passe est ouverte, Nobert est déjà en mouvement, il ne reçoit pas ses passes. Ça ne le surprend pas quand il reçoit une passe de Carbonneau, quand il a à faire une récupération de rondelle. Il est déjà au bon endroit, puis il est déjà en mesure de prendre la rondelle en mouvement. Ouais. Puis, si on revient un peu aussi à la première partie de ta réponse sur Émile Guité, euh, d'après toi, c'est quoi qui marche pas? Parce que moi, en ce moment, quand je le regarde, je pense qu'on s'en était parlé un peu aussi sur Twitter quand tu avais sorti ta liste, mais moi, ce que j'ai l'impression de voir dans Émile Guité, c'est juste un joueur qui attend que quelque chose se passe pour lui. Puis ça, je le comprends absolument pas parce qu'à l'année dernière, c'était pas du tout ça. C'était au contraire, il y avait des joueurs dans son équipe comme Massé qui étaient excellents, mais qui avaient des saisons décevantes comparé à ce qu'on s'attendait. Puis Émile Guité a été capable de se mettre devant l'équipe puis dire, hey, peut-être que moi, je suis le meilleur espoir dans cette équipe-là, de bouger, d'être dynamique, d'amener toute cette offense-là. Puis cette saison, on dirait qu'on voit pas ce même drive-là. Comme tu dis, on voit le tir reste excellent. Il est 6 pieds 1, il sait comment utiliser son physique aussi. Est-ce que c'est un power forward? Non. Mais il reste que c'est pas une lacune selon moi. Mais d'après toi, pourquoi est-ce que ce drive-là est complètement parti? Qu'est-ce qui pourrait peut-être expliquer ça?
Honnêtement, il faudrait que je l'interviewe pour le savoir. Ouais. Je saurais pas te le dire. Ça dépend vraiment trop de choses qui pourraient se passer en ce moment. Je sais pas ce qui se passe dans sa vie personnelle, mais l'effort est beaucoup plus inconstant cette année. Surtout, je pense que ça paraît le plus dans le forecheck. Dans l'échec avant, là, j'ai l'impression que chaque match que je vois, je suis en train de regarder un joueur différent quand j'essaie de regarder Emilité. C'est très difficile de voir un effort constant, des détails constants. Ça varie de jour en jour, de match en match. Puis ça, les scouts de la Ligue nationale n'aiment pas ça. Là. Ouais. Il faut quelque chose de constant. Il faut leur donner quelque chose. OK, ça, c'est l'identité de ce joueur. C'est pour ça qu'on va le repêcher. Un joueur qui est vague dans son identité, c'est rare qu'une équipe va vraiment gager sur ça, parce que dans leur tête, c'est on va repêcher ce joueur-là, on a un plan qu'il devienne tel type de joueur, ça va fitter de telle façon dans notre organisation, dans notre alignement. Guité donne pas ça en ce moment. Puis honnêtement, je sais pas quoi faire avec. C'est pour ça qu'il est il est en bas de Rouen, il est en bas de Zonon, c'est clair, mais j'ai quand même gardé assez haut parce que j'ai vu assez l'année passée, puis littéralement cet été, là, au Holinka, pour dire il y a quelque chose là. Puis si c'est vraiment juste quelque chose qui cloche, côté mental, il n'est pas content, à Chicoutimi, je sais pas, ça change la donne un peu. Mettons qu'il change d'air, puis justement comme Zachary Morin, qui est passé de la Ouais. USHL à Saint John, puis là, tout d'un coup, c'est une machine. Euh, S'il change d'air, puis on voit une grosse amélioration dans son niveau de motivation, son niveau d'énergie, puis qu'il commence à développer une identité, comme qu'il avait fait l'année passée, mais tout d'un coup, on parle d'un gars qui est un choix de première ronde. C'est pour ça que je voulais pas le dropper trop bas dans mon palmarès initial pour la LHMQ. Puis là, tu parles d'un autre nom aussi qui est intéressant, qui, je pense que, tu sais, nos listes sont quand même relativement similaires, là. Je pense Mhm. qu'on a vu un peu les mêmes qualités chez certains joueurs, mais il y a quelques petites différences. Puis il y en a une des deux qui est justement Zachary Morin, que tu viens de nommer. Moi, il est juste au-dessus de Guité, toi, il est juste après. Mhm. Moi, en tout cas, si je peux expliquer ma perspective, pour Morin, ce qui l'a fait vraiment monter au-dessus, c'est vraiment le niveau d'énergie avec la physicalité. Puis le seul gros drapeau rouge, moi, que j'ai pour Morin, c'est sûr qu'il y a des petits détails dans les autres, mais tu sais, sans être trop picky, là, le seul truc qui me rend vraiment inquiet pour le futur, c'est à quel point est-ce que son jeu, il shine vraiment dans les jeux solo. Il Mhm. shine vraiment quand il flash, mais dans le reste du temps, c'est vraiment, je sais pas c'est quoi l'expression en français, mais tu sais, unpolished. Ouais. Donc, dans son jeu off the puck, tu parlais de comme, tu sais, la pression. Euh, Mhm. Chez Morin, il y en a, mais c'est vraiment pas le niveau que je voudrais voir d'un joueur de cette taille-là, autant physique. Puis quand il a la rondelle, puis il va pour faire son jeu, on dirait que ça se transforme. Tu sais, c'est complètement un autre joueur. Il est Ouais. capable de placer son corps pour défendre la rondelle. Fait que, toi, qu'est-ce que tu voudrais voir de Morin pour justement qu'il passe au-dessus de Guité dans ta liste? Du jeu en structure. Ouais. De fitter dans la structure des Sea Dogs. Puis honnêtement, je le blâme pas en même temps, ça fait pas longtemps qu'il est là, puis ça prend aussi temps d'habitude, commencer à comprendre les structures, les tactiques des coachs, vraiment jouer dedans, puis d'être capable de le faire. Mais même dans USHL, j'ai vu aucune indication que Morin est capable de jouer dans une structure de hockey. Le talent est là. Le jeu de passe, honnêtement, s'il n'est pas à égal avec Carbonneau, il est peut-être même un peu au-dessus en termes de Mhm. fabricant de jeu, en termes de capacité à faire des passes, de chaîner ensemble des passes pour créer des jeux. Il est capable de le faire. Belle main, comme tu as dit, le jeu physique il est là, il est capable de bagarrer le long de la bande, mais quand il gagne ses batailles, il tourne, il attaque le filet. Alors qu'il y a des options. Ses défenseurs sont libres, Ouais. set up le cycle offensif. Il pourrait aller jouer derrière le filet, se perdre dans la zone offensive, des choses comme ça. J'ai rien vu comme ça. Puis pour moi, c'est pas. Je l'ai quand même, tu sais, je pense, je l'ai sixième, me semble. J'ai pas Ouais, on la. va la ressortir, mais il me semble que ouais, septième, sixième, oui, Sixième, sixième. exactement. Donc, je valorise encore son talent, sa taille, puis surtout les améliorations en termes de ce qui a changé depuis la USHL. Mais j'ai quand même des doutes comme toi. Puis pour moi, c'est vraiment beaucoup plus le problème de structure. Il joue pas dans le système de Saint John. Il joue sa game, Ouais. puis ses joueurs, ses coéquipiers doivent s'adapter. Fait que, ouais. Puis si on parle d'un autre coéquipier aussi de Émile Guité à Chicoutimi, je serais curieux d'avoir tes pensées sur Nathan Lecomte. Dans le sens, moi, quand j'ai fait mon top 10, Nathan Lecomte était pas en considération pour rentrer dans le top 10 là. Honnêtement, c'est pas un joueur que je pense qu'il a le calibre pour
qu'on dise que ce soit un des 10 meilleurs joueurs pour le repêchage de la LHMQ. Mais quand on parle de, tu sais, vraiment later round, puis même peut-être, tu sais, un projet de comme, tu l'invites à ton camp, tu sais, tu travailles avec lui pour le suivre, puis éventuellement, peut-être, tu sais, le signer justement un peu un Mhm. one-year AHL deal, peu importe, là, tu sais, il y a différentes voies à aller à la LNH, mais je pense que Nathan Lecomte, c'est juste la hargne qu'il a, l'intensité qu'il amène, c'est un peu ce qui fait son charme, mais aussi ce qui pas ruine son jeu parce qu'il dépend de ça, mais qui, Mhm. tu sais, des fois, c'est juste que c'est comme on dirait qu'il veut tout faire sur la glace. Il veut faire l'attaque, après ça, il veut revenir puis être celui qui cause le turnover de l'autre équipe, puis être celui qui retourne dans l'autre zone puis qui marque le but. Mais tu peux pas faire ça, tu sais. Fait que toi, Ouais. comment tu trouves Nathan Lecomte? Qu'est-ce que t'en penses? C'est une game de détails avec le compte. Tu sais, il bouge la puck rapidement, Ouais. mais il est capable aussi de garder la puck momentanément pour ouvrir une ligne de passe. Il est capable de jouer en transition assez bien. Il n'a pas peur des bandes, même s'il est 5 pieds 10. Même s'il ne gagne pas Ouais. ses bagarres, il fonce la tête première. Ça ne dérange pas. C'est un joueur qui est travaillant, puis qui est détaillé, puis mature dans ses habitudes. Pour moi, le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à part de ça. Pas la meilleure shot, pas le meilleur passeur, pas les meilleures feintes, pas le meilleur patineur non plus. Il est à peu près moyen ou en dessous de la moyenne à peu près partout. Puis pour qu'un joueur de 5 pieds 10, la LHGMQ, se fasse repêcher, il faut avoir au moins un atout qui te sépare. Mm. Mettons, je pense à Nathan Quinn, son jeu défensif. Il a la même taille que Ouais, ouais. Nathan Quinn, Nathan Lecomte. Nathan Quinn, son jeu défensif va le faire repêcher. Ça va sûrement être par les Ducks d'Anaheim, sûrement en Ouais. 5e ronde, parce que c'est leur style. Mais Lecomte, autant que son jeu est mature et poli, c'est juste le problème avec ça, c'est dans quoi tu vas progresser, dans quoi tu vas développer. C'est un joueur qui est moins mature, mais qui a plus d'atouts. Tes atouts, ils partiront pas, ils disparaîtront pas. Ils vont être là, puis le problème, c'est juste améliorer ces atouts-là. Tu peux en améliorer un ou deux. On a vu des joueurs améliorer leur shot au fur des 2-3 années après avoir été repêchés. D'améliorer ton seuil de talent d'un cran au Ouais. complet, c'est une autre game. Puis là, écoute, ça amène quand même, je pense, une bonne transition. Là. Je t'ai dit avant le show qu'on en parlerait plus tard, mais il y a Philippe Veilleux, Mhm. défenseur aussi, qui est justement qui joue pas le même style de jeu que Nathan Lecomte nécessairement, mais que, tu sais, ces deux gars avec un build quand même similaire. Là, Philippe Veilleux, par contre, quand j'avais écrit un article sur lui avant le début de la saison, Mhm. puis mon gros questionnement avant le début de la saison, c'était oui, il produit bien en junior, mais quand je regarde son jeu, quand je regarde ses buts, que ce soit ses highlights ou des matchs complets, j'ai pas l'impression de voir un joueur que la traduction de sa production est en clair vers le pro. Puis là, dernièrement, en LHGMQ, on est obligé d'en parler parce qu'il produit tellement bien, mais encore une fois, moi, j'ai un peu les mêmes problèmes avec ces matchs. Là, je te disais, dans les 2 dernières semaines, je ne l'ai pas assez regardé pour donner une réponse définitive sur est-ce que je pense que oui ou non. Il va falloir que je fasse ça éventuellement. Mais encore une fois, Mhm. quand je regarde ses buts, je ne vois pas nécessairement des buts qui se traduisent au niveau pro. Je vois qu'il garde souvent la rondelle longtemps. Il se promène vraiment très longtemps avec dans la zone offensive. Puis un Ouais. gars qui dépend de ça, ça peut être ultra positif, mais je pense pas que Veilleux a ce contrôle de rondelle assez élite pour se dire quand je vais arriver en LNH, bon, ben, je vais prendre la rondelle, je vais la contrôler pendant 20 secondes sur la glace, puis après ça, je vais aller marquer un but. Tu sais, c'est pas Ouais. réaliste. Ce qui m'intéresse le plus avec Veilleux, beaucoup moins que le talent en transition, puis la capacité à bouger la rondelle, de la zone défensive à la zone offensive, c'est à quel point il est capable de setter ses hanches rapidement dans une capture de puck. Mettons, quand il reçoit la puck, style power play, en zone offensive, dans un petit espace restreint, capable de bouger ses hanches très rapidement, puis de setter la puck très rapidement pour pouvoir shotter en un mouvement. Ça, Mhm. c'est l'avantage. C'est pas mal la seule chose qu'un petit joueur qui n'est pas le meilleur patineur est capable de faire pour pouvoir faire la Ligue nationale. C'est être capable de setter son tir extrêmement rapidement. Parce que tu n'as pas besoin d'être le meilleur patineur, tu n'as pas besoin d'être le plus physique pour trouver un espace dans une offensive, de setter rapidement, prendre un tir, faire une passe. Puis je pense que ça c'est venu quand même un assez long chemin depuis l'année passée avec Veilleux. La première moitié de ce début de saison pour Veilleux, il n'a pas été bon. Ouais. 7 points en 12 matchs, puis il était pas. C'est pas juste la production, il n'impactait pas la game tant que ça. Mais dans le dernier mois, 18 points en 10 matchs. Dans les 2 dernières semaines, surtout, j'ai trouvé ces matchs excellents. Puis surtout ça, c'est moins des séquences qui se traduisent pas, des séquences où est-ce qu'il prend la puck puis il part. Puis là, c'est plus des séquences
où est-ce que il trouve de l'espace, il bouge de façon intelligente, il se sépare au bon moment d'une structure pour trouver un petit espace pour tirer ou faire une passe. Les détails dans son offensive vont vraiment, pour moi, faire de Veilleux un choix de repêchage. Je serais surpris qu'il soit repêché dans le top 64, je serais surpris qu'il soit repêché dans le top 100, mais si une équipe voit vraiment la vision là, avec Veilleux, sa capacité à jouer en structure, sa capacité à séparer de la structure pour faire des jeux, je pense qu'une équipe va peut-être vouloir le repêcher même en troisième ronde. Je ne serais pas surpris. Puis si on compare, admettons, avec un autre petit attaquant offensif, mais de l'année dernière, tu sais, comparer Veilleux à Justin Poirier, tu penses que justement c'est à peu près le même scénario qu'on pourrait voir? Fait que c'est un joueur de fin de cinquième ronde qui, tu sais, si on se fie juste à sa production, aurait pu sortir plus haut, mais vu que les équipes sont réticentes, puis je pense que Justin Poirier est un peu plus petit, fait que peut-être Ouais. que les équipes étaient... En même temps, il est un peu plus petit, mais je trouve que ça paraît moins. Justin Ouais. Poirier, oui, il est petit, mais un peu à la Cole Caulfield, et il est très très difficile à faire tomber. Là. Puis encore une fois, Ouais. on le voit cette saison. Là. Moi, c'est pour ça que j'avais mis Justin Poirier. Je voyais Justin Poirier autant haut la saison dernière. C'était que pour un petit joueur, justement, il jouait vraiment robuste. Puis Ouais. je vois pas nécessairement la même chose chez Veilleux, mais en même temps, c'est pas le même type de joueur. Mais Exact. tu vois-tu des scénarios similaires pour le jour du repêchage entre ces deux joueurs-là? Je pourrais, ouais. Ce serait une possibilité. Pour moi, ce qui sépare Poirier, ce qui sépare Veilleux de Poirier en termes de comment les équipes de la Ligue nationale pourraient les percevoir les deux, c'est que moi, j'ai regardé Justin Poirier, j'ai vu un joueur de 5 pieds 8 qui marque beaucoup, qui a un excellent tir, mais qui est 5 pieds 8 Ouais. et euh, qui. Son patin est déjà, tu sais, il court sa glace, il patine pas. C'est assez drôle à voir. Ouais. Partie de ça aussi, c'est j'ai vu en Justin Poirier un joueur qui avait besoin de plus d'espace pour passer le jeu. C'est un joueur OK. qui a besoin de runway, il a besoin d'attaquer la ligne bleue offensive avec de la vitesse déjà encourue. Alors que Veilleux, ce qu'il peut faire, c'est prendre son temps, évaluer en zone neutre, en transition, puis ensuite attaquer des espaces rapidement en zone offensive. Il n'y a pas besoin de prendre du galop sur 2 zones avant d'atteindre la zone offensive. Ça, je pense qu'il y a des équipes de la Ligue nationale qui valorisent ça, des joueurs qui sont capables d'attaquer en quick burst, en boost de vitesse rapide. Ça, je pense que Veilleux là. Puis je serais curieux de voir où est-ce qu'il va aller au repêchage. Mais comme je te dis, je comprends en même temps si ça se peut. Je comprendrais même pas. Je comprendrais même si une équipe le repêche. Si toutes les équipes le Ouais. repêchent pas. Ça serait une possibilité. C'est juste, ça dépend vraiment de comment les équipes perçoivent son talent. Pour moi, je vois un joueur top 100, assez clairement. Puis ça dépend juste de. En même temps, on parle de la LGMQ. Il y a certaines équipes qui n'ont même pas de scout dans la LGMQ. Ouais. Fait que c'est très volatile comme ligue quand ça vient au repêchage de la Ligue nationale parce qu'on ne sait jamais qui valorise quoi. Mais on s'entend qu'un joueur de 5 pieds 10 de la LGMQ, les chances sont contre eux. T'sais. Ouais, ouais, ouais. Puis là, je voudrais te parler de plus bas dans ta liste, puis d'une position différente, ton choix 8 et 10. On a Owen Conrad au numéro 8, puis Carlos Endel au numéro 10. Pour toi, c'est quoi qui a vraiment différencié les deux? Moi, pour être honnête, Carlos Endel, je sais que sa première saison en LHGMQ, fait que je veux lui laisser plus de temps. Là. J'ai comme pas pris de décision pour lui en ce moment. Je pense pas que je serais capable de le classer tout de suite, mais je suis vraiment pas un grand fan de son jeu. Je trouve qu'il y a de la misère à faire des, pas, il se coince pas dans sa zone, Oui. mais les relances marchent pas super bien. En zone offensive, à la ligne bleue, il est assez statique, il bouge pas beaucoup. Pourtant, tu sais, son coup de patin est vraiment pas dégueulasse. Là. La vitesse est quand même correcte. Tu sais. Mais je trouve juste, honnêtement, qu'il est un peu plate comme prospect, dans le Ouais. sens où il montre rien qui me fait dire, OK, ce gars-là peut être très utile. Parce que, tu sais, on s'entend qu'on parle pas, en Earn Conrad et Carlos Sandel, on parle pas d'un gars de top pairing en Mhm. LNH. Là. Mais il n'y a rien qui m'indique dans Carlos Sandel que, OK, lui, je vais aller le prendre pour justement me bâtir un très solide défenseur de troisième paire. Alors que Owen Conrad, c'est sûr, il y a ses défis, mais il montre vraiment ses flashs des grands défenseurs justement qui peut être très bon défensivement et qui peut te relancer la rondelle. Donc, tu sais, ce que Ouais. tu veux dans une troisième paire. Tu peux pas avoir un défenseur de troisième paire en LNH qui est pas capable de relancer l'attaque ou de sortir de sa zone. Tu sais, c'est un peu Exact. la base. Fait que toi, c'est quoi qui a différencié un peu les deux? Ouais, c'est drôle que tu mentionnes les deux parce que
pas mal les joueurs les plus opposés que tu peux trouver dans la LHMQ. Conrad, c'est un joueur extrêmement détaillé défensivement. Il est capable de jouer la game défensive extrêmement bien, excellent patineur. Ça, ils ont ça en commun relativement, Handel et Conrad. Mais à part de ça, Conrad est très simple et très... il va quand même... Il est pas calme. C'est un joueur qui va essayer, qui va flairer le danger, il va vouloir se débarrasser de la puck. Handel, son problème pour moi en ce moment, c'est qu'il est trop calme. C'est vraiment grave cette saison. C'est qu'il a passé de la Ligue junior suédoise, où est-ce qu'en sortie de zone, tu n'as pas de pression. Il n'y a personne qui te forecheck. Tu as le temps de prendre des décisions. À la LHMQ, où est-ce que je dirais qu'entre la LHMQ, la OHL et la WHL, pour moi, la LHMQ, c'est l'échec avant le plus agressif des trois. Okay. C'est pas l'échec avant le plus structuré et le plus similaire à la Ligue nationale, mais des gars vont t'attaquer rapidement en échec avant. Fait qu'il n'y a pas le temps, lui, quand il se va chercher la puck derrière son filet, il n'y a plus le temps qu'il y avait. Puis ça, c'est une adaptation difficile pour un défenseur. Puis honnêtement, je suis content que Handel fait cette adaptation maintenant, parce que la plupart des défenseurs suédois qu'on a vus qui ont échoué, les Eric Brandstrom, les joueurs dans ce moule-là, qui sont sortis des ligues suédoises, qui sont venus à la Ligue nationale, puis qui ont finalement vécu un vrai échec avant pour la première fois de leur vie, il était trop tard à ce moment-là. C'est pour ça que je donne le bénéfice du doute à Handel, parce que moi, ce que j'ai vu au Hlinka, c'est un défenseur absolument phénoménal pour l'Allemagne. Patin excellent, surtout en termes de défendre les transitions offensives de l'équipe adverse. Il était insoutenable, même pour l'équipe Canada. Les attaquants d'équipe Canada n'étaient pas capables de le résoudre en transition. Fait qu'il y a des atouts là. Moi, je pense qu'il y a quelque chose là. C'est juste, comme toi, je vais attendre 2-3 mois avant de faire OK, non, j'abandonne. Parce que il y a quelque chose là, il faut juste qu'il s'adapte. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est tough aussi avec les joueurs qui font les transferts pendant l'année de repêchage. Là, souvent, on les voit le faire l'année d'après, fait qu'il y a un peu moins... l'équipe qui l'a repêché va avoir beaucoup de focus sur lui, mais les scouts puis ceux qui parlent de repêchage vont moins avoir l'accent là-dessus. Mais je voulais te parler d'un autre défenseur de la LHMQ à peu près la même grandeur que les deux autres, là, Noah Laberge d'Acadie Batters. C'est un joueur que moi, j'avais pas trop regardé au début de saison, mais j'ai une liste avec tous les joueurs qui sont éligibles au repêchage, puis je les passe un par un, par un, par un, par un. Fait qu'il y en a un qui a joué 2 matchs cette saison. Bon, ben, on va le regarder une fois, puis finalement, ben, c'est rien. Noah Laberge, je l'ai vu regarder, je pense, pour la première fois il y a 2 semaines. Puis honnêtement, il m'a beaucoup impressionné. Fait que j'étais curieux de voir justement ce que toi t'en pensais. J'ai trouvé que lui, il faisait quand même bien les choses que je reprochais à Handel sans jouer exactement le même style de jeu. Les deux ont une façon différente de défendre, mais qui rely beaucoup sur leur bâton. Mais j'ai trouvé Noah Laberge super impressionnant. Je trouvais qu'il lui, justement, il relançait bien. Il y a beaucoup de minutes aussi sur le power play parce que c'est quelqu'un qui est capable de gager vraiment bien la prise de risque dans la zone offensive, qui sait comment bien s'avancer. Puis le détail, lui, dans son jeu que j'adore vraiment le plus, c'est que je trouve que quand, admettons, il va commit pour aller un peu plus haut dans la zone offensive, faire un pinch ou bien changer de joueur en défense, il garde tout le temps son corps en position pour vraiment se réadapter rapidement. On dirait qu'il overcommit jamais à sa décision sans que c'est pas comme si c'est pas un manque de confiance en la décision, c'est juste vraiment un positionnement du corps qu'il garde actif peu importe ce qui se passe. Ça veut pas dire qu'il fait jamais d'erreur, là, mais je trouve que c'est un gros atout que j'ai pas vu dans beaucoup d'autres joueurs en LHMQ cette saison en défense. Là. Non, c'est ça. C'est assez intéressant avec la Verge. Écoute, pour être honnête, le stand d'Acadie Batters, c'est l'équipe que j'ai regardé le moins à date cette année. Mais j'ai pu voir Noah Laberge une fois ou deux. Puis personnellement, j'aime bien sa relance offensive. J'aime sa prise de décision dans une offensive surtout. Mais pour moi, en termes de transition défensive, j'ai un peu de misère avec la façon qu'il approche ça. Je pense que la raison pour laquelle il est tellement bon en relance, c'est parce qu'il aime ça être le défenseur qui est plus bas, le D2 qu'on appelle. Le défenseur qui va être le... Tu sais, la plupart des défenses à la LHMQ jouent un gars un peu plus haut que l'autre en transition défensive. Il aime ça être en arrière. Fait que ça l'aide, il y a plus de temps, il y a plus d'espace. Il n'est pas dans face des attaquants pendant qu'ils rentrent dans une offensive. En même temps, c'est une question de structure. Je ne sais pas si on peut piner ça sur le coach ou sur le joueur dans ce cas-là. Mais je pense que la Berge joue à ses forces.
Mais c'est un joueur que je vais définitivement garder un œil dessus parce que je veux voir comment il joue quand il joue dans des situations différentes. Parce que je l'ai vu pas mal faire les mêmes choses dans les 2 games que j'ai regardés. J'ai pas vu quelque chose. Je l'ai pas vu sortir de sa zone de confort. Ouais. Comme tu dis, il est très intelligent dans le sens de se réadapter à des situations si jamais il sort de sa zone de confort, mais c'est tout le temps dans l'optique de OK, je vais devoir retourner à ma zone de confort bientôt. Je vais garder ça en tête. Alors Ouais. que Ouais. je veux voir un peu plus de dare offensif. Je veux le voir prendre des risques. Ouais, 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 ouais. Ouais, parce que, Mhm. écoute, à la fin de la journée aussi, c'est ça, montrer ton potentiel. Si on parle d'Alexis Bernier la saison passée, on Ouais. l'a vu faire des erreurs. On a vu des jeux où il avait l'air complètement fou, mais en même temps, à la fin de l'année, il s'est fait prendre dans les mêmes eaux que Thomas Lavoie. Puis au début de la saison, il y a beaucoup de monde qui aurait mis pas mal de cash sur le fait que Thomas Lavoie sortirait pas mal plus tôt que Alexis Bernier, puisqu'il les a différenciés. C'est le jeu offensif qu'Alexis Bernier a montré qu'il pouvait amener. Fait que, tu sais, avec Noah Exact. Laberge, peut-être qu'on parle de la même chose. Montre que tu es capable d'avoir un gros upside, en fait, un plus gros upside offensif que ce que tu as maintenant en gardant ton efficacité défensive. Puis, ben, tu sais, peut-être qu'il pourrait sortir plus tôt que ce que les gens pensent. Mhm. Pour revenir à l'attaque, je vais te parler de 2 gars parce que il y a Simon Snake Boisvert au podcast Processus qui a fait un petit segment la saison passée, pas la saison passée, l'épisode dernier sur tu sais, prendre un joueur à cause de sa projection sur ce que tu penses qu'il va être dans 5 ans versus ce qui est en ce moment. Puis moi, ça m'a vraiment fait penser au questionnement dans la tête que j'avais en plaçant justement Nobert et Nathan Quinn. Mhm. Puis pourquoi justement j'avais placé Nobert plus bas que Nathan Quinn. Fait que tu sais, j'étais curieux de voir un peu, toi, qu'est-ce qui t'avait fait donner un edge à Quinn, parce que je trouve que justement Nathan Quinn est super impliqué défensivement, mais c'est peut-être justement plus à cause du joueur qui est en ce moment que moi je l'avais mis plus tôt versus ce qu'il pourrait devenir, parce que honnêtement, quand je regarde leur jeu, je trouve que Matteo Nobert pourrait plus aider un middle six, bottom six à un niveau plus haut que Nathan Quinn, même si Nathan Quinn, si tu en as parlé tantôt pour un gars de 5 pieds 10, puis pas juste pour un gars de 5 pieds 10, là, pour un joueur tout court, son implication en défensive est vraiment excellente, là. C'est tout un joueur, là. Tu sais, c'est pas pour rien lui enlever. Ouais, absolument. Je te dirais, l'impact défensif de Quinn étant pour moi 2-3 coches au-dessus de celle de Nobert, même si les deux jouent aussi le piqué, les deux prennent des Ouais. mises en jeu en zone défensive. Je trouve que avec Quinn, les détails sont toutes là. Même les détails physiques que j'ai nommés avec Nobert, tu sais, de frapper à travers les mains, de piner des gars avec la bonne technique, de baisser sur centre de gravité. Tous les détails physiques que Nobert a, Quinn a. Um, Puis pour moi, ce qui me donne le hic, oui, c'est qu'en même temps, Nobert, son playmaking, sa fabricance, le fait de fabriquer des jeux là, pour Nobert, là, c'est tellement facile, ça Ouais. paraît. Puis il le fait sans effort. Je vois pas la même chose avec Quinn, mais avec Quinn, je vois un profil offensif un peu plus varié. Pour moi, Mhm. Nobert, la plupart de ses buts, il les marque de la même façon. C'est des jeux où est-ce il va batailler devant le filet pour la position, puis une déviation, un rebond, des choses comme ça. Quinn, c'est un peu plus va faire une passe, va bouger dans un espace, recevoir la puck, faire une feinte de tir, passer à travers la zone offensive, me replacer. C'est une question de reposition constante avec Quinn. Puis ça, c'est un autre détail que j'aime vraiment en termes des joueurs défensifs. C'est que la plupart des joueurs défensifs sont capables de prendre les détails défensifs de positionnement et les appliquer parfaitement en zone offensive. Puis quand tu es capable de faire ça, c'est que ton jeu défensif, c'est moins une question d'effort, c'est moins une question Ouais. de réflexe, c'est plus une question de processing intelligence. C'est pour ça qu'autant que Nobert est intelligent avec la puck, puis capable de faire des bons jeux, puis il voit le jeu bien, il a une bonne vision offensive. Quinn, son profil mental, son profil de hockey sense, pour moi, il est plus complet. C'est pour ça que j'ai un au-dessus de l'autre, mais je vois l'argument dans les deux sens. Parce que si tu cherches le upside offensif le plus concret, je te dirais que tu vas le trouver en Nobert. Puis écoute, là, je voulais te poser des questions, écoute, pour finir sur un peu plus le repêchage at large, là, tu sais, si on sort un tout petit peu de la LHGMQ, tout d'abord, tu sais, en te parlant pour le gros thème qu'il y a eu pour le repêchage cette année, on n'arrête pas d'entendre parler puis tu sais, parce qu'il y en a beaucoup, mais de grands ailiers, de power forward, puis tu sais, Mhm. j'étais curieux de voir, on a comparé
Carbonneau avec Desnoyers, on a parlé de Zonon et Carbonneau, mais tu sais, comment est-ce que tu trouves que Zonon et Carbonneau se comparent aux autres gros noms qu'on a entendu parler? Malcolm Spence, McQueen, Martone. Bon, c'est sûr que McQueen et Martone, ils ont comme une petite coche de plus, mais tu sais, est-ce que tu trouves que c'est dans les mêmes eaux? Je te dirais que ben, pour Carbonneau, il est vraiment définitivement pour moi une coche en dessous de surtout Martin puis McQueen, mais même Ouais, Malcolm Spence. Malcolm Spence, c'est tu prends ce joueur-là, tu le mets dans la Ligue nationale, il va trouver une façon d'être efficace là. Tu sais. ouais, ouais. Je verrais pas ça de Carbonneau. Par contre, je dirais qu'en termes de talent pur, Carbonneau est dans le top 10 de ce repêchage en termes d'outils. Là. C'est ridicule qu'est-ce qu'il est capable de faire avec la puck. C'est ridicule à quel point il a du talent, de la vitesse, de la force physique. C'est un gars qui est fort sur ses patins. Il y a quelque chose là, tu sais. Bill Zono, pour moi, c'est un gars que je vois toujours dans le 22 à 32 en termes de range pour le repêchage. Je ne le Ouais. verrais pas dans ce top range-là. C'est principalement à cause du patin. Je pense qu'on s'entend les deux. Là, le patin, il est rough à voir. On dirait qu'il ne veut pas plier ses genoux quand il patine. Ouais. Puis ça le rend assez. Mais sa vision est excellente. C'est un excellent fabricant de jeu. Je pense, pour moi, il est dans le top de ce repêchage en termes de vision puis de processing offensif en termes de passe. Fait il y a ses atouts, Zonon, je l'aime vraiment, mais je ne le verrai pas dans la même coche que le top 20. Pour moi, il est hors du top 20, mais il est très, très proche du top 20. Ouais, c'est ça. Écoute, puis c'est une question difficile aussi. C'est très abstrait. J'étais juste Ouais. curieux de te voir parler là-dessus. Mais pour un scénario un petit peu moins abstrait, tu sais, euh, je reprends un peu la même question, mais avec un différent joueur. Comment est-ce que tu trouves que Caden Lindstrom, Mhm. qui a été choisi l'année dernière, numéro 4 justement, puis encore une fois, un grand attaquant, euh, dans le style power forward aussi, même si Caden Lindstrom, c'était pas nécessairement juste axé sur le physique. Ouais. Comment est-ce que tu trouves que lui compare à Martin et McQueen cette année? Je trouve que pour eux, Mhm. la comparaison est un peu plus directe. C'est pas pour dire qu'ils jouent le même style de jeu, mais Ouais. c'est des grands attaquants qui ont une certaine robustesse puis qui sont supposés être pris dans les mêmes eaux. Ouais. Je dirais que à date, je préfère les deux à Lindstrom, même si j'adorais Lindstrom l'année passée. Ouais. Surtout McQueen dans les matchs que j'ai regardé de lui avant qu'il se blesse, là, ridicule. Ridicule. Il est 6 pieds 5 fait des jeux comme ça, là, ça n'a pas de bon sens. Il est excellent tireur, excellent fabricant de jeu, des mains ridicules pour un gars de sa taille. Puis il est capable de patiner. Là. Il est capable Ouais. de battre une vague de pression, puis d'attaquer la deuxième vague directement, d'utiliser le défenseur comme écran. Il y a beaucoup, beaucoup de détails offensifs dans sa game. Euh, je dirais que Lindstrom, ce qu'il apporte, c'est un peu plus un plus haut plancher que Mm. McQueen. Il est plus détaillé, puis il y a plus une base qui va l'aider à faire la Ligue nationale. McQueen, c'est un peu plus abstrait, mais l'upside de McQueen est absolument ridicule pour moi. Si tu es capable d'avoir un centre de 6 pieds 5 à 1 point par match dans ton équipe, là, tu le prends. Martin, il est un peu partout cette année. Ouais. Il est un petit peu partout. Le monde le nomme le prochain Corey Perry, puis je le sais, là, c'est une peste à la glace, puis il est dans la face du gardien, mais comme, honnêtement, j'ai vu plus souvent être physique avec le gardien cette année que le long des bandes. Fait que je sais pas quoi en faire. Mais le talent est là. Il est absolument ridicule. Il a toutes les skills de finesse, il les a. C'est juste une question d'améliorer son pace, puis d'être plus constant en termes d'application. Pour moi, Michael Misa, par exemple, Misa, pour moi, est plus physique, est OK. un meilleur joueur physique que Porter Martone, parce qu'avec Misa, c'est constant. Genre, Mm. c'est le long de la bande, il gagne ses batailles, il est capable de spinner, de prendre, prendre la pression sur son dos, puis d'en faire quelque chose. Je vois pas autant ça de Martone. Mais le talent est indéniable avec Martone, puis il va se faire repêcher, si c'est pas deuxième, ça va être troisième au total, quelque chose comme ça. Ouais, puis écoute, pour finir, je te relance sur une dernière question à propos de Martin. Justement, encore une fois, dans le segment de Snake, dans le dernier épisode de Processus, c'est un des joueurs qui nommait pour le repêchage cette saison en disant de faire attention, de bien juger. Est-ce que c'est un joueur qui serait pas déjà proche de son plafond ou est-ce que justement sa production ne s'expliquerait pas par sa croissance physique, le fait que justement, même s'il ne l'utilise pas tout le temps constamment, il y a un avantage physique sur beaucoup des joueurs dans sa ligue. Fait que, Ouais. moi, je ne l'ai pas assez regardé pour. C'est sûr que tu sais, c'est un gros talent. Fait que j'ai regardé quelques matchs plus pour le fun. Là, tu sais, je veux voir de quoi tout le monde parle, là, Mhm. obviously. Mais
Je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est des doutes qui sont raisonnables? Puis est-ce que tu vois un peu la même chose chez Martin? Ouais, je te dirais que c'est raisonnable d'avoir ce doute-là. Mais la question pour moi, c'est ça dérange-tu? Mettons, si Martin est déjà proche de son plafond, je pense son jeu en tant que tel, comme qui est en ce moment, il pourrait se traduire assez bien à la Ligue nationale tant que l'effort est là. Pour Ouais. moi, c'est ça le problème, c'est que, tu sais, je l'ai vu un match, il était là pour les. Il a marqué comme 5 points dans la même game, puis il était là pour les 5 points de son équipe. La game d'après, il était sur la glace pour 6 buts contre. Tu sais, Ouais. c'est la constance dans les 3 zones, puis l'impact sur la game qui affecte le plus ton potentiel de faire la Ligue nationale. Tu sais, fait que pour moi, je suis pas autant inquiet parce que je sais que Martin, comme qui est bâti en ce moment, pourrait quand même avoir un certain impact au niveau de la Ligue nationale. C'est juste la question, c'est de voir est-ce que ça va être un joueur de troisième trio ou est-ce que ça va être un joueur de premier trio. Tu sais, Puis cette différence-là va vraiment se concrétiser après son draft, mais en même temps, si une équipe est confiante dans sa capacité à développer son effort, puis honnêtement, l'effort, là, c'est rare qu'on va voir un joueur faire la Ligue nationale puis pas mettre de l'effort. Ouais, c'est sûr. T'es là, tu veux survivre, c'est ton rêve, tu veux en faire le plus, tu veux rester là. Mais bref, on verra, c'est juste Martin, on a marqué à tous les niveaux. Puis il y a juste trop de talent pour moi pour qu'on puisse passer à travers. C'est pas une situation comme Capo Caco où est-ce que tout le monde vantait son jeu physique, son jeu sans la rondelle, etc. Mais comme il y avait quand même certains doutes avec son offensive. Euh, avec Martin, là, c'est juste, tu regardes avec la puck, tu sais jamais qu'est-ce qu'il va faire, puis je pense même pas que lui, il sait ce qu'il va faire. Fait que, très, très, très créatif. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de potentiel à taper là-dedans. Ouais. Ben écoute, Adi, merci beaucoup d'être venu pour une deuxième fois dans le mille. Puis écoute, j'espère qu'on va pouvoir faire ça aussi bientôt avec Jules Présent. Bonne fin de saison de repêchage. Puis merci beaucoup d'être passé. Bien sûr, merci de m'avoir eu. Bonne soirée, là, ciao. Merci, là. Bye bye.